Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir de recevoir Nicolas Rigaud, le directeur de l'attractivité pour la communauté d'agglomération Riom, Limagne et Volcan. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Avant de commencer, traditionnelle question dans Brut de décoffrage, qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Alors, je suis puy-domien d'origine, mais j'ai été me promener un peu ailleurs. J'ai une formation scientifique à la base. J'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années pour l'industrie agroalimentaire par le biais d'une fédération. Puis ensuite, j'ai travaillé à la direction d'une agence d'innovation pour accompagner les projets d'innovation des entreprises et des startups sur la région Auvergne. Ma dernière expérience professionnelle correspond. J'ai été directeur dans une agence régionale de développement économique, celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc je suis depuis à peine un an au service attractivité à la communauté d'agglomération de Riom, Limagne et Volcan. Est-ce que vous pouvez nous présenter RLV ? Oui, en quelques mots. Riom, Limagne et Volcan, donc une intercommunalité, c'est des ressources mutualisées de plusieurs communes pour travailler notamment sur des projets un petit peu lourds en termes financiers ou en termes d'ingénierie. Et Riom, Limagne et Volcan, c'est 31 communes qui sont situées, on va dire, selon une bande qui se trouve au nord de la métropole de Clermont. 31 communes, 70 000 habitants, un peu plus de 4 000 entreprises. Pour faire simple, le paysage en fait, de Riom, Limagne et Volcan, ça va des communes de Saint-Ours-les-Roches à l'ouest jusqu'à Enza à l'est. Et de Ménétrol et le Martre d'Artière au sud jusqu'à Charbonnières et le Chais-sur-Morge au nord. D'accord. Attractivité, c'est vrai que c'est un mot dans l'aménagement du territoire qu'on utilise très souvent. En quoi consiste votre métier, le service dans lequel vous travaillez et plus directement votre poste ? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'attractivité, c'est un mot un peu généraliste. Donc, qu'est-ce qu'on parle d'attractivité quand on parle d'aménagement du territoire ? Parce qu'il y a une définition très précise au sens des pouvoirs publics. C'est, pour faire très simple, c'est rendre désirable un territoire. C'est-à-dire un paysage, c'est-à-dire un pays, une commune, une ville ou un village, pour dire, ben voilà, moi en tant qu'habitant, en tant que personne qui veut travailler, qui veut me déplacer ou bénéficier de services, je me sens bien sur ce territoire. Et l'attractivité, ça ressemble à ça en fait. C'est-à-dire que le service que je pilote, on va travailler 3 politiques publiques d'attractivité. Okay. Le développement économique, c'est-à-dire qu'il faut toujours que la collectivité s'intéresse aux agents économiques sur le territoire, du sens large, ça va du secteur agricole jusqu'au secteur industriel ou le secteur tertiaire, l'artisanat, le tourisme, le commerce, mais également comment on vit sur ce territoire. Donc c'est la politique de l'habitat, qui est également dans l'attractivité, c'est-à-dire comment on travaille l'habitat. J'imagine comment ces 3 sujets s'imbriquent, travaillent ensemble. Exactement. Enfin, voilà, c'est le principe, c'est de travailler de l'interdisciplinarité. Ces politiques publiques qui, on va dire, par le passé, étaient un petit peu silotées parce que c'était très descendant. La 3e politique publique, qui fait le lien entre l'économie et l'habitat, c'est la mobilité. C'est-à-dire comment on se déplace sur ce territoire pour aller de son lieu de vie à son lieu de travail ou à des lieux de loisirs ou de services que l'on attend. Pour se recentrer un tout petit peu sur l'entreprise, quelle est la politique envers l'entreprise d'RLV ? Alors, on est très pro-entreprise, c'est une volonté des élus depuis très longtemps, c'est-à-dire on développe des outils. Au service attractivité, on gère déjà les zones d'activité. Il y en a beaucoup sur RLV, on en a 21. D'accord. Le principe, c'est de gérer ce qu'on appelle le foncier et la voirie, c'est-à-dire de mettre à disposition des locaux, des surfaces, pour que les entreprises puissent s'implanter. Donc ça, c'est un très gros chantier. C'est souvent la clé d'entrée par laquelle les entreprises nous appellent, tout simplement. En disant, elles vous appellent parce qu'elles souhaitent s'implanter, elles souhaitent s'agrandir, c'est ça ? Exactement. Okay. Soit, effectivement... Pardon, veuillez m'excuser. Soit je cherche un terrain et j'ai besoin de telle surface, j'ai besoin de la proximité avec l'autoroute pour le fret, j'ai besoin de tel service, ou au contraire, j'ai besoin d'être proche du centre commercial, par exemple, de la ville de Riom ou de la ville de Châtel-Guyon. Ce sont des exemples. Ou effectivement, on a également d'autres porteurs de projets qui, eux, sont au démarrage. Je citais tout à l'heure les commerçants, les artisans, c'est-à-dire les très petites entreprises. Ce n'est pas péjoratif dans mon propos, c'est des entreprises qui assurent des services pour le quotidien des habitants. Et là, on a en fait un service d'accueil, c'est-à-dire les porteurs de projets peuvent venir nous voir, on leur dit, ben voilà, c'est quoi votre besoin, c'est quoi votre chantier, on diagnostique un peu la faisabilité du projet,
Et soit nous, on peut les aider déjà à trouver un local, puisqu'on a de la foncière ou des logements. On peut également leur donner des outils pour démarrer leur activité, pour leur donner un petit coup de pouce financier. Et surtout, on les lie à l'écosystème des acteurs, c'est-à-dire la plateforme d'initiative locale, le réseau Entreprendre, l'ADI, ou appui créateur. En fonction du type de porteur de projet, on va les orienter vers les bons interlocuteurs pour les aider à dérisquer leur projet. Ouais, vous les aidez à trouver aussi leur point d'équilibre, j'ai l'impression. Exactement. C'est un peu ça. Voilà. Et on sait aussi faire aussi des points de warning lorsqu'on détecte des faiblesses ou des vulnérabilités qui pourraient mettre en péril le projet. Tout à fait. Et aujourd'hui, on appelle la communauté d'agglomération pour implanter des entreprises. Oui, absolument. On a même... pour être très clair, on a une demande de foncier, d'implantation, même de PME, voire de belles entreprises, pour venir s'implanter. Et le foncier, c'est l'une des ressources clés aujourd'hui pour l'aménagement du territoire, puisque ce foncier aménageable, sans qu'on ait, puisqu'on a quand même des politiques de sobriété foncière qui sont de plus en plus fortes, ça devient un peu une clé très stratégique. Et donc là, à chaque fois, chaque projet, je dirais, on travaille de la dentelle pour leur trouver des solutions. Donc des fois, on est quand même obligé de trancher entre le développement économique et l'orientation politique sur certaines thématiques. Ah, tout à fait. Alors, on est toujours sur le choix de dire, c'est ce qui, je trouve, il y a un credo qui est intéressant avec le contrat de territoire qu'a signé RLV en 2022, avec 3 ambitions, c'est toujours d'avoir une approche développement durable. C'est-à-dire, on travaille avec les 3 piliers. Les 3 piliers, et on n'en oublie pas un. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on fait des choix politiques éclairés et étayés en fonction des 3 piliers du développement durable. Environnement, social, économie. Absolument. Tout à fait. Vous parliez du service Habitat, ou la compétence Habitat, du moins, au sein de votre service. Tout à fait. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus, parce que c'est vrai que ce sujet-là, forcément, va, en plus du sujet entreprise, intéresser nos auditeurs dans la notion de rénovation et construction sur le territoire. Tout à fait. Et puis c'est essentiel pour nous parce que l'attractivité, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on a également de l'offre d'habitat. Oui, parce qu'on ne peut pas... ça, c'est une très belle remarque parce que accueillir des entreprises qui vont avoir besoin de salariés et de ne pas pouvoir les loger... Exactement. Il y a un sujet. Donc voilà, et l'interdisciplinarité, elle rentre en pleine ligne de compte par rapport à ça. Alors la politique de l'habitat chez RLV, en fait, on a 2 grands services qui s'en occupent. Un service qui va s'occuper vraiment de la rénovation énergétique et notamment des travaux pour l'habitat privé, c'est-à-dire qu'on a même un conseiller diagnostic énergie en interne. Et RLV d'ailleurs est signataire de la charte rénovation, je crois. Absolument. Et donc on a un ingénieur en interne qui fait des conseils du diagnostic énergétique. L'avantage de ça, c'est que par rapport à un opérateur ou une entreprise, lui, son avis est neutre. Il fait un avis, il fait un diagnostic, et ensuite, le particulier choisit l'opérateur de travaux qu'il souhaite avoir par rapport à ça. Donc on a ce travail de soutien justement à la rénovation énergétique, et puis on a quand même beaucoup de bourgs ou de villages qui ont du vieux bâti, et on sait tellement l'enjeu qu'il y a de rénover tous cet immense chantier, et c'est des coûts importants. Et on a également un très grand volet de logement social, politique de logement social, où là en fait RLV soutient en fait les communes dans leurs projets pour soit construire du logement social avec les grands opérateurs, soit tout simplement faire de la rénovation dans les bourgs. Alors, c'est des programmes qui sont très longs, c'est des politiques publiques qui ont des temps très très longs. Oui, les centres-bourgs, c'est toujours... voilà, et puis c'est un petit peu compliqué, même en plus, si on est sur des bâtiments classés ou des quartiers classés, ça rajoute encore... Techniquement, ça demande de rajouter du temps, oui. Voilà, ça demande du temps, mais ça, c'est un vecteur qui est extrêmement important pour l'attractivité, c'est-à-dire pas de logement, pas d'offre de logement adaptée ou même adaptée aux usages d'aujourd'hui. En fait, il nous manque une clé pour être réellement attractif. Oui, sachant qu'il y a une pénurie de toute façon sur le département de logement. Absolument. Donc le développement économique doit se lier en fait à ce besoin, à répondre du moins aux besoins en logement. Et c'est pour ça qu'entre guillemets, on a un grand outil directeur qui est notre plan local de l'habitat. Oui. Voilà, notre PLH. On avait notre précédent PLH qui a un petit peu de prolongation pendant 1 an pour préparer avec un cabinet d'ingénierie notre nouveau PLH, adapté notamment en plus aux enjeux de développement durable. Oui, qui va cadrer notamment par des données quantitatives les besoins. Exactement, c'est-à-dire il faut une métrique, comme tout projet, on ne part pas à la fleur au fusil, il faut bien se dire de quoi on part et vers quoi on tend pour pouvoir faire une politique adaptée en termes de ressources. Et les documents d'urbanisme qui suivent. Absolument. D'ailleurs, en parlant d'urbanisme et d'aménagement, un peu de perspective, un peu de prise de hauteur, demain, l'aménagement du territoire,
Comment est-ce qu'RLV le voit ? Comment est-ce qu'il l'anticipe, l'imagine ? Alors, je dirais que les élus d'RLV avec les populations ont déjà travaillé. Je parlais tout à l'heure du contrat de territoire 2030, c'est-à-dire qu'on s'est donné une feuille de route qui a été signée en 2022, donc il y a encore 5 ans. Et on a effectivement les 3 grands axes justement d'un territoire qui est attractif, innovant, solidaire pour ses populations et qui travaille à la fois pour les générations actuelles et les générations futures. Je résume, puisqu'il y a 25 objectifs, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui veut dire que notre feuille de route en termes de développement durable, elle va se prolonger après au-delà de 2030. Et on est vraiment sur une approche où on ne met pas en opposition développement économique et développement et maintien écologique, que ce soit le bien-être des habitants ou l'entretien des paysages. Et on en parlait, les piliers du développement durable. Exactement. Et cette feuille de route, elle est relativement pensée, sincère, donc elle est incarnée. D'autant plus que nous, par exemple, si je fais juste un exemple en termes d'illustration, pour les entreprises que l'on accompagne, on fait de la sensibilisation et de l'animation des associations d'entreprises sur nos zones d'activité à la RSE. Et ça fait plusieurs années. On a même un label qu'on a nous-mêmes développé qui s'appelle EcoRespire, qui est une première marche, qui est pour les labels RSE. Et je dois admettre qu'aujourd'hui, on arrive à 34 entreprises adhérentes de cette démarche, et on a affaire à des entreprises qui sont extrêmement demandeuses de pouvoir justement, en termes de développement durable, interagir entre l'économie et le territoire sur lequel elles sont situées. Surtout la responsabilité sociale des entreprises, on se rend compte que beaucoup en font, mais ne la mettent pas en valeur. Exactement. Et c'est pour ça que le label EcoRespire est très simple à mettre en œuvre. C'est en interne qu'on suit ces approches-là. On a un référentiel. Et nous, justement, on assure un peu ce back-office pour permettre aux entreprises de faire connaître ce qu'elles font déjà. Et comme M. Jourdain, elles font de la prose, mais elles ne le savaient pas. Donc si je peux résumer un tout petit peu notre échange, Rayon, Limagne et Volcan, une terre de développement et durable. Absolument. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas. Merci. Merci à tous, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas que vous retrouvez les podcasts de notre chronique sur Internet et sur les réseaux sociaux. Je vous renouvelle mes vœux pour cette belle journée. À bientôt. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment. Logos FM.